croyait en cette danse, en cette énergie. Et quand on allait voir certains, on me disait, mais voilà, voyez la réalité en face, ça ne durera pas. On a très souvent des clichés sur le fait de dire que le hip-hop se danse que sur de la musique hip-hop et que ça reste fermé et pas ouvert aux autres cultures et aux autres danses. Et là, en fait, c'est le mariage avec d'autres cultures, c'est de renverser tout ça un peu, de bousculer un peu les codes qui sont trop ancrés dans la tête des gens. Et dans le rap, on a développé pendant un certain nombre d'années la culture de l'échantillon, le fait de prendre des chansons plutôt de soul, de rhythm and blues, de jazz. En faisant ces collages-là, finalement, c'était notre matière pour pouvoir nous exprimer. J'ai essayé toujours de me placer, en fait, pour montrer au public que le hip-hop, c'était pas seulement les jeunes des banlieues qui s'émancipent, qui sont dans une démarche soit de confrontation, soit de complaisance avec le public, mais que derrière, il y a tout un lien avec la ville, avec la manière de vivre hyper moderne. Le fait que je veuille que le public s'identifie aux danseurs marche, et du coup, il y a une inclusion du public. Il n'y a pas ce mur de dire, voilà, regardez, nous on a des casquettes. Et donc tout ça, c'est des choses que j'essaie de sublimer à travers les spectacles pour que le public lise autre chose que juste c'est du hip-hop. Mais non, on parle de ça avec du hip-hop. Parfois, ça va dans le théâtre, ça va dans le mime, ça va dans autre chose. Mais en tout cas, le propos n'est pas le geste. Il y a un propos et le geste est un vocabulaire qui va servir le propos. Et je pense que c'est en ça que j'ai réussi à m'affranchir du cliché. On va voir du hip-hop, ça va être festif, il va se passer plein de trucs qui vont sauter dans tous les sens, etc. L'action culturelle que je mène ici, qui s'appelle Créer, c'est résister, ça m'a amené à un moment donné à inventer un événement qui s'appelle Danse Hybride. Je réfléchissais à comment amener les jeunes à se rencontrer. Du coup, j'ai trouvé entre le battle et le concours chorégraphique un endroit, donc on a appelé ça Battle Hybride, qui permet à tous les styles de danse de se rencontrer. Un duo de danseuses classiques qui rencontre un trio de danse indienne, des breakers. On a été nourris par la danse contemporaine, les ballets classiques avec lesquels on a travaillé, le cirque, on a travaillé avec le théâtre. Et en fait, de garder cette identité-là, avec ce travail-là, ça a été vraiment bénéfique. Même sur les danseurs qui ne sont pas issus de ce milieu-là. J'ai une écriture chorégraphique qui est hip-hop, parce que c'est en moi. C'est en moi et c'est quelque chose que je revendique. Maintenant, moi, dans ma danse, je ne suis pas une danseuse hip-hop, je ne suis pas une danseuse contemporaine, je suis une danseuse. Mais je suis tellement curieuse de tout, je m'inspire un peu de tout ce qu'il y a autour de moi. C'est vrai que moi, ce qui m'intéresse en tant que directrice des rencontres chorégraphiques qui travaille à donner à voir les formes de danse qui s'inventent aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a quand même de plus en plus d'hybridité entre la danse contemporaine, dite contemporaine, et la danse dite hip-hop, parce que les danseurs circulent entre eux. Il y a des danseurs issus du hip-hop qui deviennent interprètes pour des compagnies de danse contemporaine, il y a des compagnies dont les chorégraphes viennent des cultures hip-hop. En plus, les cultures hip-hop sont quand même très très larges, entre au début le break, le locking, le popping, et puis aujourd'hui les danses afro, le crump, le pantoula, le walking, le voguing, enfin voilà, c'est très très riche, très pluriel. On s'appuie sur cette culture pour surprendre au niveau artistique avec le festival Caravelle Calypso. Moi je vois aujourd'hui des artistes que l'on accueille qui nous surprennent encore aujourd'hui par leur démarche, par leur maturité, par leur prise de risque. Le prochain spectacle s'appelle Le Silence. C'est la suite des ombres qui parle des conditions d'arrivée d'un voyageur. Personne qui quitte son pays natal pour venir en Occident. Pendant la construction des grands ensembles, je suis inspirée de la vie de mon père. Il se retrouve à travailler dans une usine automobile pendant les 30 Glorieuses. On a vraiment créé ces spectacles-là pour recréer le lien entre les parents et les jeunes. Parce qu'on s'est rendu compte que les enfants ne connaissaient pas l'histoire de leurs parents et de leurs grands-parents. Quand ils se rendent compte de ce que leurs grands-parents ou leurs parents ont vécu et comment ils sont arrivés ici, ils ne se calment pas, mais ils se rendent compte de plein de choses. Et souvent, ils changent. J'ai eu la visite d'un jeune homme, Polo, fondateur d'une association qui s'appelle Danse de Vivre. Et il m'a dit, j'aimerais bien qu'on organise un battle au théâtre de Sénart. Et je lui ai dit, ok. Parce que pour moi, là aussi, c'était important d'ouvrir le théâtre à d'autres formes de pratiques qu'on pouvait nous proposer. Et que c'était quelque chose que moi, je ne connaissais pas du tout. C'était en 2016, je crois, jusqu'à l'année dernière, où on a fait un battle mondial et qui a été un énorme succès. Ça décadre un peu le regard qu'on peut avoir sur les scènes nationales. Et là aussi, en ouvrant nos portes à des gens qui peut-être viendront
une seule fois à la scène nationale mais pour ce genre d'événement, mais c'est déjà ça. Le moment où on est rentré dans le théâtre, eh ben on comprend que la danse peut être un métier, on comprend qu'à travers la danse, on peut faire des chorégraphies, des spectacles, et surtout on comprend qu'on peut s'adresser à tous. Le fait de mettre une danse sociale, quelle qu'elle soit, sur scène avec un public assis qui est passif, ça dénature totalement la chose. Il y a toute une réflexion à avoir avec le rapport au public, c'est-à-dire qu'on sait très bien que ce public ne connaît pas nos mouvements, regarde les choses de manière frontale, alors qu'on a une danse qui est censée se déployer parmi les pairs dans une forme de circularité. Donc il faut réfléchir le rapport au public, le rapport à l'espace, le rapport à l'autre, le partenaire sur scène, pour essayer d'être juste. Le hip-hop sur les scènes nationales, le hip-hop sur des endroits culturels français, c'est le hip-hop qui est à sa place. Alors les ateliers Médicis, c'est un lieu qui est en préfiguration pour l'instant et qui est né à la suite des émeutes de 2005 et par une volonté politique de se dire que des résidences d'artistes dans un territoire, on va dire, périphérique pouvaient changer aussi la vie à la fois des habitants et des artistes. Quand on invite un artiste qui soit issu de la culture hip-hop, c'est au même titre qu'un autre artiste parce que son langage nous semble singulier. Pour nous, la question, elle est celle de la culture populaire. Pascal Obolo, qui est commissaire d'exposition, est aussi historienne du Double Dutch. Elle est en train d'écrire un livre sur le Double Dutch et son histoire, puisqu'elle est une des pionnières. Et l'idée, c'est de créer une petite forme avec ces différentes équipes de Double Dutch qui, pour la première fois, vont travailler ensemble, qui racontent cette histoire d'une discipline de Double Dutch qui est au départ une discipline de femmes et qui, du coup, a disparu du champ institutionnel du hip-hop, on va dire, entre guillemets. L'institution, petit à petit, ouvre ses portes et il faut faire très attention à justement à ce que cette culture-là ne soit pas des symptômes sociologiques, en fait. Je suis ce poète qui fait du rap un peu comme Youssoufa. Tout le monde peut pas être un Kwame, ni même un Mandela. Alors j'ai pris mon cahier. Kondo est un super artiste, mais aussi un super passeur, transmetteur. Et on s'est dit que ça pouvait être aussi intéressant de travailler avec un public différent, et notamment un public en lien avec la PJJ, c'est-à-dire on a fait un projet avec les jeunes de l'UAJCHEL, donc l'unité éducative d'accueil de jour pour des jeunes qui sont sous main de justice. Et puis on a enchaîné sur une deuxième année, là où il a commencé à travailler sur son projet Plus haut que la Tour Eiffel, qui traitait du thème aussi de l'exil. Et nous, à côté, on a un centre d'accueil pour demandeurs d'asile, donc un CADA. Et on s'est dit, avec Kondo, qu'il pouvait peut-être être pertinent de mettre en relation ces jeunes sous main de justice avec ces jeunes adultes. Hey, regarde, le monde m'appelle, le monde m'appelle. Et ça a été un espace de rencontre, d'échange, où les gens qui ont participé à l'atelier ont pu même raconter leur histoire, qu'est-ce qui les a amenés parfois de Sierra Leone, d'Angola, d'Algérie, du Maroc à la France. Pourquoi le choix de partir de chez soi. C'est des histoires qui sont rentrées énormément en résonance avec ma propre histoire. On a fait des chansons de ces histoires-là, de ces parcours. Et justement, avoir des jeunes qui ont 20-25 ans, qui racontent ce qu'ils ont vécu dans leur pays, qui sont confrontés à d'autres jeunes de 17-18 ans en situation de délinquance, eh bien, quelque part, ça a créé de l'apaisement un peu en chacun. Le projet consiste en un projet hip-hop avec une compagnie de danseurs, accompagné d'un groupe de musiciens et de musiciennes issus du baroque. Donc on va retrouver des instruments tels que le clavecin, la viole de gambe, la harpe, ce genre de choses, avec un DJ qui les accompagne et qui vient apporter sa touche hip-hop avec un beat beaucoup plus moderne pour le coup. La volonté de ce spectacle, c'est ce mariage, cette osmose, cette fusion entre le baroque et le hip-hop, entre deux cultures qui sont de deux époques différentes, à des siècles d'écart, de distance, et de créer ce lien. Et en fait, plus on a fait de recherches sur les liens qu'il y a entre le baroque et le hip-hop, plus on a trouvé des points communs et on s'est aperçu qu'en fait, c'est la même histoire. Ça permet de montrer aussi que déjà ces musiques
du passé, ne sont pas des musiques mortes et qu'elles peuvent être encore d'actualité, qu'il y a des gens encore qui jouent de cette musique, qui composent de cette musique et qu'en plus ça peut être stylé. Et là franchement si on arrive à cette conclusion, on a tout gagné. L'idée, c'était de se donner un peu plus de temps cette année pour partager davantage la danse hip-hop ou les danses dites urbaines de manière plus large et montrer la richesse, la pluralité, la complexité à la fois des écritures, des parcours, comment ça se nourrit les uns les autres. L'idée, c'est vraiment de décloisonner, déhiérarchiser, partager le plus largement possible dans un élan un peu commun. On est à Bagnolet, qui est le cœur historique des rencontres chorégraphiques. Ça me semblait très important de remettre cet événement au cœur de la ville, place de l'Hôtel de Ville. On sait que le hip-hop est quand même beaucoup né dans la rue, et donc de pouvoir le remettre dans l'espace public à des endroits où parfois ça a été interdit. Je suis extrêmement contente avec la compagnie Art Move Concept, donc qui est basée en Seine-et-Marne. Et donc là, on va prolonger l'aventure avec eux, et notamment avec un projet qui s'appelle Trop Classe. Des élèves de quartiers prioritaires viennent pendant une semaine au théâtre avec nous. C'est une aventure absolument extraordinaire. C'est souvent des enfants qui n'ont pas beaucoup l'occasion de rencontrer des équipes artistiques. On a beaucoup travaillé sur les publics en difficulté, les échecs scolaires, les décrochages scolaires, les hôpitaux psychiatriques, les publics carcéraux. On va faire des jeux, on va leur donner l'occasion de s'exprimer. On va leur dire, comme on fait avec nos danseurs, on donne une thématique, amusez-vous. Celui qui se disait complètement à côté de la plaque en tout, qui est mauvais à l'école, mauvais en classe, qui n'est pas discipliné, bah merde, je fais des trucs qui marchent. On a réussi à faire monter 280 élèves sur scène avec nous, avec 15 de nos artistes. On a fait un spectacle d'1h20 et ils étaient tous dans des lycées professionnels difficiles. Et ils en sont sortis, c'était une métamorphose. On accueille tout au long de l'année une soixantaine de compagnies en résidence de création. La briqueterie, c'est aussi un lieu de présentation, de programmation des œuvres, donc de diffusion de l'art chorégraphique. Au gré des rencontres artistiques que nous pouvons faire, nous pouvons être amenés effectivement à programmer des danses urbaines. Ça a été le cas dans la dernière Biennale de danse du Val-de-Marne, avec la présence de la compagnie d'Anne Nguyen, par exemple. Il n'y a pas de geste hip-hop, il y a en fait une culture qui est indissociable entre danse, musique, histoire et politique. Underdogs, les derniers spectacles que j'ai pu faire aujourd'hui, font appel au patrimoine de la culture hip-hop. C'est-à-dire que j'ai décidé de travailler avec des musiques de répertoire, dans Underdogs, des musiques soul, dont je donne la liste au public pour qu'il puisse après la retrouver. Et donc il y a tout cet aspect en fait, de vouloir nourrir le public vraiment de profondeur qu'ils aillent chercher dans l'histoire, qu'ils s'interrogent vraiment sur le contexte qui est lié à cette danse et qui est indissociable. Et autour d'Underdogs, à la briqueterie, on fait tout un projet avec la ville d'Ivry pour travailler avec différents publics, que ce soit de conservatoires, que ce soit de maisons de quartier, que ce soit du service jeunesse, pour impliquer les jeunes autour du spectacle et autour du propos et des danseurs du spectacle. Et on va en fait faire un petit film qui mettra en avant aussi le patrimoine urbain d'Ivry qui est très marqué. Ça va être tout un processus avec donc les participants divers, pour qu'ils entourent les danseurs et qu'au final, on ait une mise en contexte du spectacle dans des lieux publics, dans des lieux patrimoniaux d'Ivry, etc. Ce projet avec la briqueterie à la ville d'Ivry va me permettre de donner encore une plongée dans la profondeur de ce que représente la danse et tout ce qu'elle symbolise.